Bonjour et bienvenue dans C'était pas mieux avant, votre émission sur laquelle on revient sur des événements et des personnalités marquants de l'histoire politique de la France et du monde. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une personnalité, encore un mec, je sais, mais en même temps, c'est difficile de passer à côté depuis sa merveilleuse prestation sur LCI, Raphaël Glucksmann. C'est vraiment marrant parce que Raphaël Glucksmann a beau être chouchouté par toute une partie du système médiatique, quand on parle de lui en ce moment, c'est soit pour dire qu'il a des super sondages, wow, 13% incroyable, soit pour de mauvaises raisons. Il a d'abord été quasiment le seul à gauche à militer pour le maintien de François Bayrou comme Premier ministre, au nom de la nécessité de trouver un accord de non-censure sans jamais vraiment préciser ce qu'il voulait mettre dans cet accord. Puis, pendant qu'une partie de la gauche annonçait sa primaire, lui, il était avec Hollande et Cazeneuve en train de discuter de social-démocratie. Cette photo ne quittera jamais votre esprit et vous hantera jusqu'à la fin de vos jours. Et dernièrement, c'est carrément pour parler de son passage chez LCI, dans un cadre d'émission qui avait été parfaitement défini pour lui, avec d'abord des interventions de vrais Français pour prouver que c'était un honnête citoyen proche du peuple, et ensuite un débat avec le monstre Zemmour pour montrer que c'était le héros de la démocratie. Et il a réussi à foirer les deux. Je vais pas vous passer d'extrait, contrairement à d'autres, parce que c'est douloureux à regarder, franchement, j'ai pas envie de vous infliger ça. Malgré tout, Glucksmann est assez difficile à ignorer en ce moment, et malgré tout, ses sondages sont relativement favorables dans le contexte actuel. Mais pourquoi ? Bon, pas tellement parce qu'il pèse lourd politiquement. Son parti a moins de 10 députés, en incluant les députés européens, quasiment aucun élu local, c'est un des plus petits à gauche en nombre de militants. Pas tellement parce que c'est un excellent orateur non plus, on a déjà vu ce que ça donnait. Il faut un cap clair. On ne va pas refaire la NUPES, là. Il y a eu une inversion des rapports de force. Mais peut-être aussi parce que Glucksmann, c'est quelqu'un qui est extrêmement bien intégré dans l'écosystème médiatique et que ses réseaux se sont activés afin qu'on parle de lui tout le temps. Ça n'a échappé à personne, Raphaël Glucksmann est le fils du philosophe André Glucksmann, mais aussi le petit-fils de la philosophe Jeannette Colombel. C'est quelqu'un qui est issu d'un milieu aisé et intellectuel. On dit qu'il a reçu une éducation intellectuelle et littéraire, et les articles sur le sujet, assez hagiographiques, on va pas se mentir, le décrivent comme un genre de petit génie qui lisait du Malraux avant même de savoir parler. Ah mais attention, nous dit son éditeur Guillaume Allary, c'est pas un bourgeois. Bon, certes, il est né dans une famille d'intellectuels riches et célèbres en plein cœur de Paris, puis il a fait Sciences Po, puis il a été propulsé dans le monde médiatique par son papa, avant d'épouser une ministre géorgienne, puis une journaliste star en seconde noces, mais à part ça, c'est pas un bourgeois. Bon, disons-le, oui, Glucksmann est plutôt issu de la bourgeoisie, mais d'ailleurs, lui-même ne s'en cache pas, il a déjà déclaré à plusieurs reprises, dans des bouquins ou des interviews, qu'il faisait partie de l'élite, qu'il était né du bon côté de la barrière, et qu'il avait eu la chance de ne pas morfler dans sa vie. Bon, on va pas se mentir, ça sonne un peu... Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus souffrir. Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Mais c'est déjà ça. Un autre élément qui revient beaucoup dans son parcours, c'est qu'il est surtout engagé sur des questions de politique internationale. C'est assez logique quand on sait que son père recevait régulièrement des réfugiés politiques venant d'un peu partout. Il a aussi pas mal voyagé quand il était gamin, puis il a bossé en Algérie avant de revenir en France. Et en tant que journaliste, parce qu'il a été journaliste avant d'être politicien, il a réalisé plusieurs reportages dans lesquels il dénonçait notamment le génocide des Tutsis au Rwanda et traitait de la révolution orange en Ukraine. Toutefois, peut-être aussi justement parce qu'étant issu d'une certaine élite sociale, il n'a jamais été confronté aux problèmes de coût de la vie, de manque d'accès aux services publics ou tout simplement au manque de représentativité politique, il n'a pas vraiment relié à cette période ses convictions, somme toute plutôt humanistes sur le plan international, avec quelque chose de comparable au niveau national. Et c'est comme ça que ses premiers engagements politiques se sont largement faits à droite. C'était notamment un soutien néolibéral de Nicolas Sarkozy dans les années 2000. Quand on parle des droits de l'homme, par exemple, la visite de Kadhafi, qui a fait un grand scandale, c'est pas la première fois que la France reçoit un dictateur. C'est pas la première fois que la France honore un dictateur. Et c'est pourtant une des premières fois où cela fait à ce point un scandale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport des Français à Sarkozy, il y a une forme de désacralisation permanente. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas Sarkozy comme on respectait François Mitterrand. Et ça, à mon avis, c'est le signe d'une démocratie son côté moderne. iconoclaste, quoi. Donc du coup, si j'ai bien compris, quand Sarkozy invite Kadhafi à l'Élysée, c'est bien, parce que tout le monde trouve ça scandaleux, alors qu'avant, non.
Et c'est la preuve que Sarkozy a réussi à faire changer les mentalités sur la fonction président. Ouais, non, j'ai pas compris en fait. C'est en tout cas dans ce contexte journalistique qu'il se rend en Géorgie en 2008, alors que le pays est envahi par la Russie de Poutine. Lui et Omar Ouaman, alors journaliste pour France Culture, ont la surprise de se faire renvoyer par un général russe, les qualifiant de PD et les invitant à rentrer baiser leurs nègres, citation, car ici ce n'est pas l'Europe, c'est la Russie. Et c'est selon lui cette altercation qui l'a poussé à partir en Europe de l'Est pour devenir le conseiller spécial du président géorgien libéral Mikhail Saakashvili. Glucksmann et Saakashvili se sont rencontrés en Ukraine et sont rapidement devenus proches. Et Glucksmann devient carrément son conseiller spécial, présent avec le président en permanence. Et ce qui est marrant avec les articles qui parlent de cette partie de la vie de Glucksmann, c'est que le fameux Saakashvili, il est généralement présenté comme un genre de libéral sympa qui a ouvert son pays sur l'Europe et sur le monde. Alors que, bon, il a quand même pas mal viré autoritaire, hein. Après son arrivée au pouvoir, à la suite d'une révolution en Géorgie, Saakashvili y a mené une politique néolibérale. Il a dynamité le service public, supprimé la progressivité de l'impôt, laissé le réseau électrique à l'abandon, et il a certes lutté contre la corruption, mais il a surtout remplacé la corruption de l'ancien pouvoir par celle de son propre clan. On peut lui reconnaître toutefois d'avoir fait baisser la pauvreté en Géorgie et d'avoir voulu éloigner le pays de l'impérialisme russe. Mais la population le lui a bien rendu puisqu'il a été viré du pouvoir après la répression des manifestations contre lui en 2007. Des tentatives de musellement de l'opposition et de modification de la Constitution pour se maintenir, une réélection entachée de fraude en 2008 et de nombreuses accusations de corruption et de détournement de fonds qui l'ont poussé à fuir le pays après son mandat. Et c'est précisément après 2008 que Glucksmann s'est engagé auprès de Saakashvili, donc il pouvait difficilement ne pas être au courant. Ce qui l'avait motivé à l'époque, de son propre aveu, c'était l'orientation pro-européenne et anti-russe de Saakashvili, alors que la Géorgie avait été envahie par la Russie en 2008, et pour Glucksmann, ça semblait suffire. D'autant qu'on l'a vu, mais Glucksmann est alors plutôt néolibéral, donc tout porte à croire que les réformes de Saakashvili, il y était tout à fait favorable. Après la chute de Saakashvili, Glucksmann et sa nouvelle compagne Ekaz Gouladze s'enfuient en Ukraine, où ils participent à la révolution de Maïdan, qui chasse le président pro-russe Viktor Yanukovych du pouvoir. Ekaz Gouladze s'engage alors dans le gouvernement du nouveau président, Petro Porochenko, qui s'entoure notamment des anciens pontes des régimes de Saakashvili, comme Ekaz Gouladze, et mène à son tour une politique d'austérité néolibérale qui fait chuter sa popularité. Raphaël Glucksmann est toutefois bien moins influent dans ce régime qu'il ne l'était en Géorgie, et il finit par rentrer en France à la fin des années 2010 pour s'investir dans la politique française. En 2018, Raphaël Glucksmann participe à la fondation du parti politique Place Publique, aux côtés notamment de Claire Nouvian et Thomas Porcher. À ce moment-là, la gauche est en pleine recomposition. Le Parti socialiste s'est écroulé et semble être en voie de disparition. Les écolos sont en embuscade, mais demeurent quand même faibles. Les insoumis n'ont pas réussi à maintenir l'élan de 2017 et n'ont donc pas confirmé leur leadership. Et plusieurs personnes tentent à leur tour de faire un peu comme Mélenchon en créant leur mouvement disruptif de rassemblement de tout le monde, qui suscite beaucoup d'engouement au début et se désintègre tout aussi rapidement. Benoît Hamon tente dès 2017 avec Génération et ça prend pas trop, et puis Raphaël Glucksmann tente à son tour en 2018 avec Place Publique. Initialement pensé pour mener une liste rassemblant tout ou partie des partis de gauche aux élections européennes, il finit par se contenter d'une alliance avec le Parti socialiste seulement. À la faveur des départs de Thomas Porcher puis de Claire Nouvian, à la fois pour des désaccords stratégiques et politiques, Place Publique devient petit à petit, à l'image d'autres comme Génération ou Nouvelle Donne, un micro-parti de petites personnalités gravitant autour d'autres mouvements et incapables d'exister seuls. L'engagement fédéraliste pro-européen et plutôt atlantique de Raphaël Glucksmann ne se dément pas pendant les européennes de 2019. Ses engagements internationaux, d'une manière générale, ont assez peu varié depuis ses débuts dans le journalisme. Toutefois, sur le plan social, c'est à ce moment-là qu'on commence à le voir adopter des positions plus progressistes, laissant tomber le néolibéralisme de Sarkozy et Saakashvili pour se rapprocher de la social-démocratie.
La liste menée par Glucksmann aux européennes ne prend pas pour autant et il obtient seulement 6% des voix, juste au-dessus du seuil permettant d'avoir des députés. Du fait de ce score assez faible et de l'échec de Place Publique à s'imposer comme une force qui compte à gauche, les années suivantes sont une relative traversée du désert. Raphaël Glucksmann se fait toutefois entendre pour dénoncer le génocide des Ouïghours en Chine, un sujet sur lequel il est très vite largement identifié. En 2022, après l'élection présidentielle, il soutient l'union de la gauche et la création de la NUPES, malgré ses réserves vis-à-vis de la France insoumise. Il leur reprochait déjà, en 2018, une porosité à la propagande du régime syrien de Bachar el-Assad. Et en vrai, au-delà de ça, c'est surtout que LFI est un parti très critique de l'Union européenne et de ses institutions, alors que Glucksmann est un fédéraliste européen et convaincu. C'est finalement l'explosion de la NUPES qui permet à Glucksmann de revenir sur le devant de la scène à la faveur des élections européennes de 2024. Je m'en souviens très bien parce que la reconduction de Glucksmann comme tête de liste par le PS n'allait pas du tout de soi. Initialement, le Parti socialiste soutenait une liste commune de la NUPES avec LFI aux européennes de 2024. Une liste qui aurait probablement pu être menée par une figure des écologistes, comme le souhaitaient d'ailleurs les Insoumis. Mais face au refus des écologistes et aussi des communistes, le PS a finalement décidé de réinvestir Glucksmann. À ce moment-là, les sondages prédisent 3 partis de gauche grosso modo à égalité. Les Insoumis, les écologistes et les socialistes ayant des intentions de vote aux alentours de 10% chacun. Et je me souviens très bien en lisant les articles de presse de cette époque que du jour au lendemain, tout le monde s'est mis à parler que de Glucksmann. Le PS était alors crédité quelque part entre 9 et 10% dans les sondages, certes un peu plus qu'en 2019, mais ça restait un score assez faible pour un parti comme le PS. Et pourtant, tout d'un coup, on a vu fleurir un peu partout des articles élogieux parlant d'une dynamique Glucksmann, d'un Glucksmann qui avait le vent en poupe, d'un Glucksmann qui allait redresser la social-démocratie. Pour moi, en fait, c'était choquant parce que c'était la première fois que j'assistais en direct à une création médiatique, quand une figure politique est créée en partie de toutes pièces par plusieurs médias influents, alors qu'elle ne se détachait pas particulièrement du lot à la base. Poussé par ce vent dans son dos, Glucksmann grimpe péniblement dans les sondages, passant lentement de 10 à 11, puis à 12, pour finir à la porte des 14%, mais sans pour autant réussir à rafler la deuxième place aux macronistes. Une dynamique réelle, mais finalement assez poussive, vu le boulevard qu'avait Gluglu. En face de lui, la tête de liste écologiste Marie Toussaint était inexistante dans un contexte de backlash anti-écolo à l'échelle européenne. La tête de liste macroniste Valérie Hayé, pas vraiment mieux. Celle des communistes Léon Desfontaines, n'en parlons même pas, et d'ailleurs on n'en parlait même pas. Et au final, il n'y avait que Manon Aubry, celle des Insoumis, qui surnageait vraiment. Mais elle était sur une ligne assez différente, largement axée sur la question de Gaza. Glucksmann a d'ailleurs été assez étonnant sur le sujet. Lui qui avait dénoncé le génocide au Rwanda dans sa jeunesse, puis le génocide des Ouïghours pendant son premier mandat européen, on aurait pu s'attendre à ce qu'il considère les actions de l'armée israélienne à Gaza comme telles, surtout maintenant que les instances internationales considèrent que l'appellation de génocide est valide. Pour autant, encore aujourd'hui, il refuse de considérer ce qui se passe à Gaza comme un génocide. Alors, il n'est pas pro-Netanyahou non plus, faut pas déconner. Il a pris position pour un cessez-le-feu et pour la reconnaissance d'un État palestinien, mais dans le même temps, ses votes au Parlement européen sont parfois allés dans le sens inverse. La mue politique de Raphaël Glucksmann est en revanche plutôt confirmée par cette élection. Désormais assez loin de l'idéologie néolibérale qu'il a quand même longtemps défendue, il tient désormais des positions social-démocrates un peu plus franches. Et ses prises de position au Parlement européen se sont effectivement faites en faveur de la relance économique, de la lutte contre l'ubérisation de la société et pour du protectionnisme économique à échelle européenne. Toutefois, même avec cette ligne, l'électorat que Glucksmann a attiré aux européennes, ça restait un électorat assez modéré. Une part de vote utile déjà, mais aussi pas mal d'anciens macronistes qui cherchaient un nouveau poulain. Après les européennes, Raphaël Glucksmann a été complètement éclipsé par la dissolution de l'Assemblée nationale. Et ce sont des figures nationales de la gauche, comme Marine Tondelier, Manuel Bompard ou encore Olivier Faure, qui ont repris la main et se sont imposés comme les principales figures médiatiques de gauche de la séquence. On aurait ainsi pu penser que Glucksmann repartirait dans les abysses du Parlement européen, mais c'est pas ce qui s'est produit.
Parce que depuis son retour en France, Glucksmann s'est créé beaucoup de connexions dans toute une partie du système médiatique. Accessoirement, alors qu'il était initialement proche d'Olivier Faure, il s'est rapproché après les européennes de la galaxie hollandiste, d'où cette fameuse photo de l'enfer. Et depuis, c'est difficile de savoir exactement ce qu'il défend au-delà de sa pomme à l'Élysée. Le programme de place publique, dévoilé en septembre et rédigé sous le patronage de l'économiste très engagé à gauche Aurore Lalucq, est un programme social-démocrate volontariste, qui parle de financement du service public, de relance économique, d'impôts redistributifs et même un peu de 6ème République, mais à côté de ça, ses principaux soutiens sont des gens comme François Hollande, Bernard Cazeneuve, Sacha Houlié et Aurélien Rousseau, des types qui n'ont jamais soutenu de telles idées par le passé, et qui, pour certains, ont été les compagnons de route d'Emmanuel Macron pendant tout son premier quinquennat, et même une bonne partie du deuxième. Difficile de savoir où ce grand écart va mener Glucksmann, même si, aux dernières nouvelles, on peut penser que c'est dans un mur. C'est la fin de cet épisode de C'était pas mieux avant. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez vous abonner à la chaîne du média et pourquoi pas le soutenir financièrement. Vos dons sont la garantie de son indépendance. À la prochaine!